Bonjour à tous. Après Créance de sang de Michael Connelly, Clint Eastwood adapte un autre géant du polar, Dennis Leary. Nous partons donc dans la ville de Boston pour un de ses films les plus sombres. Pour nous en parler, je reçois de nouveau Hakim Ftaouch, réalisateur, ciné-conférencier et animateur de l'émission Radio Days. Hakim, quand je t'ai demandé de participer aux Essentiels, tu m'as dit Créance de sang, mais tu m'as surtout parlé de ce film. Oui, car c'est le premier film de Clint Eastwood que j'ai vu en salle. C'était en 2003, j'étais lycéen, j'étais très jeune, j'étais déjà à l'époque très fan de Clint Eastwood. Mais c'est surtout le trio d'acteurs qui m'a poussé à aller voir le film en salle. Et finalement, les sujets liés à la pédophilie, au deuil, à la perte d'un ami proche, c'était finalement des thèmes qui ne me touchaient pas plus que ça. J'ai revu mon jugement et j'ai réévalué le film à travers ces sujets-là, si bien qu'aujourd'hui je peux le dire et je peux l'affirmer que pour moi, c'est le meilleur film de Clint Eastwood. Voici l'essentiel sur Mystic River. Mystic River de Clint Eastwood, 2003. À Boston, en 1975, les jeunes Dave, Sean et Jimmy sont trois amis inséparables. Ils jouent dans la rue quand Dave est enlevé par deux inconnus qui se font passer pour des policiers. Ils le séquestrent et abusent de lui pendant 4 jours avant qu'il parvienne à s'échapper. 25 ans plus tard, malgré le viol qu'il a subi, Dave a réussi à refaire sa vie. Sean est inspecteur de police et Jimmy tient un commerce. Un matin, Cathy, la fille aînée de ce dernier, est retrouvée assassinée. La nuit qui précède, Dave rentre chez lui, les mains ensanglantées. Il explique à son épouse qu'il a été agressé. Les trois rôles principaux sont tenus par trois grandes vedettes. L'inspecteur Sean Devin est incarné par Kevin Bacon. Ses films les plus connus sont Des Hommes d'honneur, où il affronte Tom Cruise, ou encore Apollo 13, aux côtés de Tom Hanks. Kevin Bacon raconte qu'il a croisé Clint Eastwood qui dînait au restaurant. Je suis allé le saluer et je lui ai dit « Je voudrais bien jouer dans un de vos films ». Et 2 ans après, j'ai le rôle. David Boyle, dit Dave, est incarné par Tim Robbins. Il reste pour toujours le prisonnier Andy Dufresne dans Les Évadés de Frank Darabont. Sur Clint Eastwood, il déclare « C'est un vrai artiste dans tous les sens du terme. Malgré ses films légendaires, il fait tout pour nous mettre à l'aise et nous traiter comme ses pairs. » Tim Robbins retrouve avec plaisir Sean Penn, qu'il a dirigé sur le tournage de La Dernière Marche. James Markham, dit Jamie, est incarné par Sean Penn. Il est exceptionnel dans L'Impasse, où il campe un avocat véreux. Il tourne dans les chefs-d'œuvre comme La Ligne Rouge ou Harvey Milk. Comme réalisateur, on lui doit les très beaux Indian Runner ou The Pledge avec Jack Nicholson. Pour 2 des 3 épouses, Clint Eastwood fait appel à des actrices qu'il connaît déjà. Marcia Gay Harden pour incarner Celeste Boyle. Elle était ingénieure en chef de la NASA dans Space Cowboys. Et Laura Linney pour incarner Annabeth Markham. Elle était la fille de Clint Eastwood dans Les Pleins Pouvoirs. Le sergent Whitey Powers est incarné par Lawrence Fishburne. Il est le partenaire de l'inspecteur Devin. On se souvient surtout de lui pour le personnage de Morpheus dans la trilogie Matrix. Et pour le grand bonheur des fans de Clint Eastwood et de Sergio Leone, on croisera avec beaucoup d'émotion Eli Wallach en Marchand d'alcool. Eli Wallach reste l'inoubliable Tuco du Bon, la Brute et le Truand. Enfin, regardez bien, pendant la parade, on aperçoit Dennis Lane, l'auteur du roman original, qui défile dans la voiture. Pour la photographie du film, Tom Stern fait un travail remarquable. Il plonge l'ensemble du film dans une ambiance froide, essentielle à la dramaturgie. Clint Eastwood compose lui-même la musique du film. Lenny Neos reste à la direction de l'orchestre symphonique de Boston. Clint Eastwood, comme grand amateur de jazz et musicien lui-même, bascule naturellement dans la fonction de compositeur. Le réalisateur tourne vite, même si chaque plan est peaufiné la veille au soir avec les 3 acteurs principaux. Et comme d'habitude, il ne recourt à aucun effet visuel. Tout est réel comme les tournages à l'ancienne. Pour le plus grand plaisir de tout le casting qui apprécie cette méthode qui privilégient leur travail. Toute la mise en scène se positionne sur le prologue cauchemardesque qui laisse une trace ineffaçable pour les 3 personnages. Ils iront jusqu'au bout de leur destin. Comme dans un monde parfait, dont le prologue annonçait aussi la fin, on nous dit clairement qu'il n'y aura pas d'issue possible. Il s'agit bien d'une tragédie. C'est Jimmy qui parle clairement du destin quand il fait ce terrible raisonnement. Si j'étais monté dans cette voiture, je ne me serais jamais marié. Je n'aurais pas eu ma fille, et donc elle n'aurait jamais été assassinée. Et c'est bien un point de vue divin qui est le témoin de la douleur de Jimmy qui apprend la mort de sa fille. C'est le seul plan que personne ne peut oublier de tous les films de Clint Eastwood. Ces 3 fantômes que l'auteur filme comme s'il avait pu être chacun d'entre eux. On reconnaît le Clint Eastwood des bastringues quand on voit Tim Robbins au bar agacé par les filles qui font du bruit. On le reconnaît dans la première apparition du policier qui regarde Boston comme Harry Callahan regardait Frisco. Il aurait pu être ce père de famille attentif qu'on devine dans la position de Sean Penn et dans la manière dont il parle à sa fille. Et comme Clint Eastwood l'avait fait dans Les Pleins Pouvoirs où de nombreux écrans véhiculent l'histoire, il met de nouveau le cinéma en représentation. C'est un téléviseur qui informe Céleste sur le drame.
Impossible de parler de la mise en scène sans évoquer le prologue. Clint Eastwood entraîne le spectateur au cœur d'une situation insupportable de vérité, qu'on soit parent ou enfant. La rapidité, la facilité, la logique avec laquelle les deux hommes enlèvent l'enfant devant ses deux camarades est d'un réalisme saisissant. D'autant que l'auteur ne montre rien de la séquestration et la jette en pâture à notre imagination. Pour la première fois dans son exploration permanente de la violence, Clint Eastwood aborde le thème de la pédophilie. Laurent Delmas, journaliste à France Inter et écrivain, dans sa masterclass sur le film, que vous retrouverez en intégralité dans ce lien, explique parfaitement les répercussions de ce prologue dans le film. C'est non seulement le point de départ, ça pourrait être, comme dans un film d'enquête normal, le point extrême, mais ensuite, au fond, les choses iraient dans la résolution de la violence par une enquête qui progresse et qui, par exemple, trouverait le coupable. Là, ça n'est pas tout à fait le même processus. La volonté de Dennis Lehane, et qui rejoint parfaitement la volonté de Clint Eastwood, c'est de montrer comment la violence est une sorte de cancer. Et comment cet événement, ça n'est pas un événement coincé en quelque sorte dans une bulle temporelle, c'est un événement qui va faire tâche. C'est un événement que Eastwood lui-même compare à un cancer, dont les métastases vont progressivement prendre le dessus et énerver l'ensemble du petit monde qui est décrit ici. On peut aussi comparer la qualité de cette séquence à celle d'introduction de M le Maudit, le chef-d'œuvre de Fritz Lang. L'auteur commençait aussi son film par le meurtre de la petite Elsie Beckman en ne montrant qu'un simple ballon perdu par l'enfant. Clint Eastwood le dit sans nuance. Le vol de l'innocence, c'est le pire crime auquel je puisse penser. Véritable électrochoc pour bon nombre de spectateurs, cette séquence a sans doute permis de faire améliorer la surveillance des parents pour leurs jeunes enfants. Ou quand le cinéma, au-delà du divertissement, devient aussi un instrument de prise de conscience sociale. Contre le souhait de la Warner Bros qui préférait Toronto, moins cher, Clint Eastwood souhaite que le film soit tourné à Boston. 2000 personnes se présentèrent pour être figurants dans le film. La moitié sont engagées pour les séquences de l'église, du pub et de la parade. La communauté que représente le film est donc bien celle de Boston et ses alentours. Avec Mystic River, Clint Eastwood agrandit sa cartographie de l'Amérique. Toute l'action se situe à Boston. Comme la Nouvelle-Orléans dans la Corde raide, l'atmosphère de la ville est essentielle au récit et au caractère des personnages. Mais la moiteur de la Nouvelle-Orléans fait place à une ambiance glaçante. Comme le dit Dennis Lehane, le quartier où ils ont grandi les envoie tout droit sur cette trajectoire inévitable. Comme dans le film noir traditionnel, la somptuosité de l'éclairage sert les ombres et le mystère, le mensonge et les ténèbres. Le personnage du prêtre, qui abuse des enfants, est absent du roman et ajouté au scénario. Par ce plan, Clint Eastwood souhaite faire une référence au scandale d'abus sexuels sur des mineurs qui touchent l'église de Boston. Ce scandale fera l'objet du film Spotlight de Tom McCarthy avec Mark Ruffalo, Michael Keaton et Rachel McAdams dans le rôle des journalistes d'investigation qui feront éclater l'affaire. Clint Eastwood adapte Dennis Lehane, un géant du polar. Le traumatisme ineffaçable du prologue dont nous avons parlé constitue un souvenir personnel du romancier. Enfant, il raconte qu'il se prend une rouste par sa mère qui découvre qu'il est rentré dans une voiture avec des policiers en civil sans avoir vu leur plaque. Clint Eastwood découvre par hasard le synopsis à la dernière page d'un journal. Il contacte alors Dennis Lehane pour en acquérir les droits. Le romancier explique « Jusqu'ici, je n'avais accepté personne pour l'adaptation de mon roman, mais je n'ai pas hésité une seconde à dire oui à Clint Eastwood. » Pour le scénario, ce dernier travaille avec Brian Helgeland, qui avait déjà écrit celui de Créance de sang. L'adaptation est fidèle au roman. Dans la première partie, Dennis Lehane fouille davantage les liens des trois personnages avant que chacun ne prenne des chemins différents. Clint Eastwood, comme amateur de polar, choisira de privilégier la double enquête qui suivra le meurtre de Cathy. La différence principale est dans le traitement du personnage de Dave. Au milieu de son histoire, le romancier présente Dave déchiré entre ses pulsions pédophiles liées à son expérience d'enfant, et sa résistance, comme père de famille, pour ne pas reproduire ces atrocités dont il a été victime. Dennis Lehane est bien placé pour écrire sur Boston. Il est né dans le quartier de Dorchester. Laurent Fishburne nous explique que les personnages de ses romans sont réels, inventés ou un composite des deux. L'enfance maltraitée est aussi un domaine qu'il connaît bien. Avant d'être romancier, il était éducateur auprès d'enfants en difficulté. C'est dans ses expériences éprouvantes qu'il puise les nombreux détails qu'il utilise pour ses livres. Après Mystic River, 4 de ses autres romans sont adaptés au cinéma. Gone Baby Gone en 2007 et Live by Night en 2016 par Ben Affleck. Quand vient la nuit de Michael Roskam en 2014, mais surtout Shutter Island par Martin Scorsese en 2010 avec Leonardo DiCaprio.
Les 3 personnages principaux sont hantés par ce moment de leur enfance où tout a basculé. Sean est devenu policier et ne vit plus dans le quartier. Depuis plusieurs mois, sa femme l'a quitté et renouer le contact est bien difficile. Dans l'enquête tragique que mène Sean, renouer avec sa famille en s'éloignant des querelles est une priorité. David est devenu un col bleu marié avec un fils, mais son adolescence fut un cauchemar car c'est lui qui est monté dans la voiture. La trace ineffaçable de ce traumatisme est présente dès qu'il marche avec son fils. Malgré la grande taille de Tim Robbins, son personnage semble écrasé par le poids du passé. J'étais cet enfant, dit Tim Robbins, originaire lui d'un quartier de Los Angeles. Je traînais, je jouais au baseball dans les rues et je m'y bagarrais. Dieu nous préserve d'être ce personnage. Clint Eastwood nous a habitués aux caractères qui reviennent de l'au-delà et Dave en fait partie. Tom Stern, le directeur de la photo, fait un travail magnifique quand il transforme le visage de Dave en mort-vivant. Il regarde aussi Vampire de John Carpenter. Pour la première fois, par l'intermédiaire de Dave, Clint Eastwood nous parle directement de ces morts-vivants qui hantent ses films depuis L'Homme des Hautes Plaines. Ce sont des morts vivants, mais ça a une certaine beauté. Un jour, au réveil, on ne sait plus ce que c'est d'être humain. C'est peut-être mieux. Le roman original le décrit d'ailleurs comme schizophrène. La combinaison entre Dave et le vampire est marquée davantage. Dave s'interroge sur comment reconnaître un homme d'un vampire, le vampire étant celui qui s'en prend à un enfant. Jimmy Markham est propriétaire d'un drugstore de quartier. Il fréquente les frères Savage et tous les 3 font régner l'ordre dans le quartier. Jimmy est un personnage complexe. Il incarne le mari repenti, le père de famille attentif, le commerçant tranquille apprécié de la communauté, le patron du quartier et le bras armé de Dieu. Il mène donc sa propre enquête parallèle à celle de la police. Chacun des 3 est accompagné de 3 épouses, toutes dépassées par l'ampleur tragique de cette situation. Céleste est hantée par l'éventuelle culpabilité de son mari qu'elle porte à bout de bras. Annabeth, la seconde femme de Jimmy, doit vivre avec cet ancien malfaiteur anéanti par la mort de sa fille. Lorraine ne sait pas si elle aura le courage de revenir vivre avec cet homme qui la trahit. Ses doutes sont captés par une série de très gros plans qui ne laissent entrevoir qu'une partie du personnage. Les femmes comme les hommes de Mystic River sont tous nés des anti-héros qu'on croise dans ces anciens films. Le vengeur fantôme de l'Homme des Hautes Plaines, l'assassin irrécupérable d'Impitoyable, ou la femme amoureuse qui ne pourra pas s'enfuir dans Sur la route de Madison. La première séquence de Dave adulte donne le ton. Alors que son mari est très grand, Céleste est clairement en position dominante. Un jeu de fausses pistes commence dans lequel elles auront beaucoup d'importance. Sans pouvoir en révéler davantage, vous découvrirez tout le paradoxe les concernant développé par le réalisateur. Laura Linney qui incarne Annabeth sera même au cœur de la séquence finale. En évoquant de manière shakespearienne le pouvoir absolu de la royauté, elle va provoquer un tremblement de terre narratif et changer complètement toute la lecture du film. Elle est la Lady Macbeth de Jimmy, dira l'auteur. Dans cette petite communauté presque tribale, Clint Eastwood fait le portrait de femmes censées rester dans l'ombre mais qui en réalité ne sont jamais étrangères à la situation. Au jeu des fausses images et des anti-héros, personne ne peut battre Clint Eastwood. Attention, Hakim va maintenant évoquer une grande partie du dénouement final. Pour ne pas l'entendre, avancez jusqu'au carton rouge à cette durée. Mais pour ceux qui ont vu le film, allez, on reprend. Dave n'est pas le meurtrier de Cathy, mais bien celui d'un pédophile. Le romancier s'attarde bien davantage sur l'origine du sang sur les vêtements de Dave, décrit comme schizophrène. La nuit du meurtre de Cathy, Dave le pédophile se rend dans un quartier où des jeunes enfants se prostituent. Il suit un adolescent qui monte dans la voiture d'un adulte, mais Dave, père de famille, tue le pédophile. Quant au meurtre de Cathy, Dennis Lane s'évertue aussi davantage à en souligner l'aberration. Il s'agit d'un crime commis par des adolescents avec une arme qui traîne dans la maison pour des raisons assez banales. En détaillant ce meurtre stupide, le romancier pointe du doigt le second amendement de la Constitution américaine qui autorise la détention des armes. La fin du film est élaborée par l'auteur pour hanter le spectateur à vie, comme le seront ses personnages. Tout d'abord cette scène terrible qui montre en quelques secondes que la nature humaine ne change pas. Malgré son expérience traumatique, Dave, à l'âge adulte, refait exactement la même erreur qu'enfant. Et sous un faux prétexte, il accepte de monter dans la voiture des frères Savage. Une voiture qui l'emmène de nouveau vers une issue fatale. Mais surtout, Clint Eastwood montre les conclusions des 2 enquêtes. Une légale que la police mène à son rythme pour être sûre d'avoir des preuves, et une autre menée par Jimmy, qui elle est sommaire et faite de suppositions. Celle de la police aboutit à l'arrestation du vrai meurtrier. Celle de Jimmy à une monstrueuse erreur. Clint Eastwood condamne le jugement sommaire. Le vengeur qui a pu cautionner l'auteur en d'autres temps est maintenant devenu un criminel. Et il découvre la bêtise et l'injustice de son crime devant le drapeau américain. Clint Eastwood le dit, ce que j'ai tourné avant m'amusait. Maintenant j'ai vieilli. Est-ce que ça m'amuserait aujourd'hui? Je pense que non. Ma philosophie de vie a changé. Si vous n'évoluez pas, vous régressez. Mystic River a été présenté en compétition officielle au Festival de Cannes en 2003. Il est nommé aux Oscars dans 6 grosses catégories. Meilleur film, réalisateur, acteur, second rôle masculin et féminin, et scénario. Peter Jackson rafle tout pour le dernier volet du Seigneur des Anneaux. Mais Clint Eastwood repart quand même avec l'Oscar du meilleur acteur pour Sean Penn et du meilleur second rôle masculin pour Tim Robbins. Il remporte aussi le César du meilleur film étranger. Clint Eastwood a 73 ans quand le film sort en salle. Une fois de plus, de nombreux spectateurs pensent que c'est son baroud d'honneur. Or, la légende hollywoodienne est encore loin
loin d'avoir baissé la garde. Il entame avec Mystic River une série de films dont le thème central sera la complexité des relations humaines. De nombreux spectateurs de toutes les générations vont alors désigner $1 Million Baby comme leur préféré. En attendant, avec Mystic River, Clint Eastwood réalise un des plus beaux films sur les illusions perdues. Et comme le dit l'auteur sur son film d'une manière aussi simple que le résultat est magistral, c'est quand même plus intéressant quand les personnages ont des épreuves à franchir plutôt que d'avoir juste à lire un texte. Tout est dit. Bon film. L'archidiocèse, je reprends, sur des mineurs qui touchent l'archidiocèse du Boston. Oh, c'est horrible. Ah, c'est l'archiduchesse est-elle sèche, là.